Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Vaelia sur la discrimination en entreprise. Je vous invite à lever la main dans le chat et à faire pour voir si vous nous entendez bien. Voilà, ok, on vous entend bien. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Vous devez avoir un écran qui apparaît avec marqué la discrimination en entreprise. Ok, je suppose que tout le monde nous entend. Donc c'était la partie un petit peu technique de ce webinaire. Donc je me présente, donc Monsieur Vidal Guillaume, je suis le directeur de Vaelia. Je suis accompagné par Sophie Mancher qui sera notre intervenante et notre spécialiste de la question de la discrimination en entreprise. On est ensemble aujourd'hui pour 30 minutes de présentation et ensuite de 10 minutes de questions-réponses, grosso modo, sur cette question-là. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat pour qu'on puisse, avec Sophie, pouvoir y répondre. Voilà. Hop. Donc l'idée, c'est de parler un peu de qu'est-ce que c'est comment on peut parler de diversité et d'inclusion dans l'entreprise, de quoi en parle-t-on, les enjeux et l'impact dans l'entreprise, parce que soyons réalistes, si une entreprise travaille sur cette question-là, au-delà du rôle social de l'entreprise, tel qu'on va le voir, il y a aussi des impacts business. Et je vais laisser plutôt Sophie et vous se présenter et parler un petit peu de qu'est-ce que ça peut représenter pour une entreprise et quel est le rôle de l'entreprise dans cette question-là. Bonjour à tous. Du coup, on a un petit temps, donc on va essayer de faire rapide quand même sur cette question, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Je travaille moi sur les notions de diversité et d'inclusion depuis déjà 17 ans, avec notamment des formations sur la lutte contre les non-discriminations qui répondent aussi à l'obligation légale de formation. On va peut-être démarrer déjà par finalement le rôle de l'entreprise, parce que sur cette question-là, il y a un rôle fondamental, celui que l'entreprise effectivement fait partie du panorama économique et français, économique et social français, pardon, que c'est un lieu de vie et de rencontre, qu'il a un rôle à jouer en fonction de son territoire. Et toutes ces questions de diversité et d'inclusion ne sont pas les mêmes en fonction des territoires sur lesquels on travaille et dans lesquels l'entreprise est implantée. Mais l'idée principale, c'est quand même qu'à un moment donné, effectivement, le lieu de l'entreprise ressemble aussi par la présence des salariés à ce qui se passe aussi à l'extérieur de l'entreprise. Donc l'idée, en fait, c'est de parler d'inclusion plus que de diversité, même si on a d'abord parlé de diversité beaucoup et aujourd'hui on parle davantage d'inclusion pour se mettre en conformité avec la loi déjà, mais c'est aussi pour professionnaliser la gestion des ressources humaines ainsi que le management qui est partie prenante sur cette question-là et on a parfois du mal à les toucher. Les managers ont vraiment un rôle clé, notamment les managers de proximité, parce qu'on voit qu'en fait, sur cette question, c'est à ce niveau-là que se cristallise le plus de discrimination au quotidien et le plus de sensations de discrimination, de ressentis de discrimination qui vont créer des clivages, qui peuvent créer des problématiques en termes notamment de relations sociales et à travers la manière dont les équipes vont travailler ensemble, ce qui va avoir fortement un impact aussi sur la productivité des équipes, évidemment, et sur leur motivation. On a un sondage récent qui vient de sortir, qui montre sur les Français l'inclusion, qui révèle en fait que 82% des Français estiment que l'entreprise a vraiment un rôle majeur à jouer pour cette société plus inclusive et plus de 40% d'entre eux attendent de leur entreprise de savoir exactement ce qui est fait sur ces questions de diversité et d'inclusion en interne. Alors, on a plein d'études qui ont été faites depuis déjà une vingtaine d'années autour du management de la diversité. Beaucoup d'études qui nous ont permis à un moment donné de se rendre compte de cet impact sur la performance économique de l'entreprise, avec des retombées qui sont directes ou indirectes, mais qu'on va retracer à travers ce petit tableau. Puisque travailler en fait sur le management de la diversité, travailler sur les politiques diversité et inclusion, c'est avant tout aussi pour un bénéfice, évidemment, et pas seulement un bénéfice purement économique, mais indirectement aussi un bénéfice qui peut être humain, notamment la clé de la motivation sur des traitements, évidemment, si on a des traitements inégalitaires en entreprise, on va avoir un impact sur la motivation des salariés. Donc, c'est important d'avoir un traitement égalitaire, autant en recrutement qu'en formation ou sur la mobilité de carrière. C'est aussi l'occasion de travailler sur la mixité des métiers dans des secteurs où parfois c'est pas une évidence. Au départ, on a des bénéfices évidemment marketing et commerciaux, puisque si on a des entreprises diverses, on va pouvoir répondre à des clients divers. Donc, ça permet aussi d'apporter des produits qui correspondent à une clientèle qui elle-même est différente par nature.
des bénéfices de performance. C'est aussi un fort impact au niveau de l'image de marque employeur. Ça rejoint l'étude qui vient de sortir effectivement, qui montre que les salariés ont besoin aussi de rejoindre des entreprises engagées sur ces thématiques-là. Ça joue beaucoup fortement même sur l'image de marque employeur, notamment sur les nouvelles générations qui sont vraiment en attente aussi de travailler pour une entreprise avec des valeurs, et puis une mise en conformité évidemment avec la loi, hein, puisqu'il y a toujours cet aspect réglementaire qu'on ne connaît pas toujours, mais qui est bien présent malgré tout. Alors, il ne faut pas hésiter à m'interrompre, du coup, s'il y a des questions, hein, parce que je ne l'ai pas dit au départ, mais évidemment, même si on est sur une présentation un petit peu descendante pour le moment, s'il y a des questions, déjà, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser vos questions sur le chat. Alors, on a Je ferai deux le spin approches. doctor. Ouais, super. Il y a deux approches managériales de la diversité, deux principes fondamentaux. Le premier, en fait, c'est celui qui va valoriser les différences en luttant contre les discriminations. Et on lutte contre les discriminations à travers le changement des représentations, donc tout ce qui englobe la façon dont on a construit nos représentations, y compris du coup par la base les préjugés et les stéréotypes qui nous animent et qui nous font voir le monde d'une certaine manière. Donc ça, c'est un premier principe fondamental. Donc lutter contre les discriminations, c'est avant tout lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui fondent nos représentations du monde. Et le second principe, qui lui va permettre de concevoir les différences de chacun comme des richesses pour le potentiel de l'entreprise, au bénéfice de l'entreprise. Donc on est tous différents, ça, c'est un fait, et cette différence est une richesse avant tout qui va apporter énormément de choses à l'entreprise. Alors, une richesse qui n'est pas forcément sans heurte, hein, parce que évidemment, si on met au sein d'une même équipe des personnes très différentes, avec des représentations différentes, avec des cultures, des valeurs parfois, des fonctionnements un petit peu différents, obligatoirement, ça peut créer un peu conflit. Donc, ça s'accompagne, mais par contre, cette richesse va permettre à un moment donné de rentrer aussi dans ces questions d'innovation qui sont nécessaires aux entreprises pour changer, évoluer et s'adapter aux besoins, notamment aux besoins clients ou usagers d'ailleurs. On va resituer vraiment rapidement quand même la définition et les critères parce que c'est important de les avoir en tête, on ne les a pas toujours en tête. Ce qu'on va retenir sur la définition d'une discrimination, en fait, c'est le principe d'inégalité de traitement. Donc, je dis souvent, je coche 3 cases. Une inégalité de traitement entre deux personnes ou deux groupes de personnes fondée sur un critère interdit par la loi, donc un des 26 critères. On a 26 critères aujourd'hui dans la loi de discrimination et dans un domaine cité par la loi. Pardon, j'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Donc, 3 cases à cocher pour que ça soit une discrimination au sens juridique du terme. Inégalité de traitement sur un critère interdit par la loi dans un domaine cité par la loi. Si je ne suis pas sur ces 3 cases cochées, je peux être dans une forme de distinction, de différenciation, mais qui n'est pas forcément une discrimination au sens juridique. Donc voilà déjà pour cette définition qui est importante. 5 domaines visés par la loi avec un sur lequel on fait un focus en particulier, c'est l'accès à l'emploi et à la carrière. Mais ça concerne aussi des discriminations dans l'accès aux biens, aux services privés, aux services publics, dans des lieux accueillants du public et dans l'éducation et la formation. Mais effectivement, là où se cristallise aussi le plus de discrimination aujourd'hui, c'est dans l'accès à l'emploi et à la carrière. 4 formes de discrimination qu'on va noter. La plus simple, c'est la discrimination directe. J'ai 2 personnes différentes et je vais en choisir une par rapport à une autre sur un critère interdit par la loi, comme le sexe, par exemple, ou l'âge, sans forcément avoir vérifié avant que les compétences étaient égales. D'accord, on est bien sur un recrutement, par exemple, sur un critère interdit. Donc là, on est dans une discrimination directe. La discrimination indirecte, c'est celle qui met en place un principe neutre dans l'entreprise et qui, à travers ce principe neutre, va finalement discriminer une partie des salariés de l'entreprise sans forcément le vouloir au départ. Donc là, on est dans une discrimination indirecte, donc on s'en aperçoit après coup que la mise en place d'une prime, par exemple, avec certaines conditions, va induire une discrimination indirecte vis-à-vis d'une certaine population de l'entreprise. La discrimination systémique, c'est celle qui concerne le système social, mais on va être aussi sur des luttes de pouvoir, notamment en entreprise, en fait, où effectivement se met en place parfois des luttes de pouvoir, de pression, qui va créer des discriminations qui vont être amplifiées par le système dans lequel on travaille ou dans lequel on vit. Ça peut être aussi à l'échelle d'un territoire, évidemment, ou même d'une nation.
Et puis le harcèlement discriminatoire qu'on détache, parce que juridiquement, c'est pas tout à fait traité de la même manière, avec cette notion de harcèlement, donc de répétition, sur un critère de discriminatoire, donc un des 26 critères qu'on va aborder. Donc, 26 critères, comme je l'ai dit, 16 issus des textes internationaux et européens et 10 qui relèvent de la seule juridiction française, de la seule législation française, pour plein de raisons différentes qu'on peut aborder à un autre moment. Mais en tout cas, on est à 26 aujourd'hui. On va les balayer, hein, mais c'est des critères qu'on va retrouver. Donc, dans certains cas, effectivement, ça va être dans un contexte, dans un domaine lié à l'emploi, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être aussi dans un domaine d'accès aux biens et aux services publics ou dans d'autres domaines, comme on l'a vu, il y en a plusieurs. Donc, 26 critères reconnus par la loi, le sexe, le plus évident, celui auquel on pense très souvent. On sait aujourd'hui que dans les entreprises, encore aujourd'hui, effectivement, il y a une différence salariale à compétences égales qui est encore marquée. L'origine, alors on est là sur un critère qui effectivement est encore aussi très présent dans les organisations, notamment dans l'emploi, dans l'accès à l'emploi et à la mobilité, avec un critère de discrimination qui fait qu'encore aujourd'hui, malgré tout, on a des vrais freins quand on est d'origine étrangère à trouver un emploi en France, notamment voilà, on a eu plusieurs campagnes de testing qui l'ont révélé à travers des chiffres. Hein. Donc, encore une fois, on est sur ces questions-là, sur des choses très concrètes, très factuelles, avec des études qui sont faites régulièrement. La grossesse, la situation de famille, l'apparence physique, le nom et le prénom, le lieu de résidence. Donc tout ça, des critères effectivement qu'on a en tête aussi assez souvent. Et un nouveau critère qui est apparu fin d'année dernière, qui est l'exercice d'un mandat électif local. Donc ça, c'est un critère, disons que la protection des élus existait déjà dans la loi par ailleurs, mais on l'a modifié en l'amenant dans ces critères de discrimination, ce qui a quand même une répercussion au niveau des entreprises. Hein, puisque ça oblige l'entreprise aussi à des obligations supplémentaires qui n'existaient pas par ailleurs. Donc, par exemple, si on a un salarié qui est élu local, ce salarié, il va être prioritaire sur le télétravail, il va pouvoir aussi effectivement être prioritaire sur l'aménagement de ses horaires. Il doit bénéficier d'un entretien en début de mandat et en fin de mandat. Donc voilà, ça c'est des choses nouvelles qui sont apparues en fin d'année dernière avec le fait de transposer cette protection des élus à un critère de discrimination. On en a d'autres, hein, puisqu'il y en a 26. Donc, on a l'âge, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, dont on ne pense pas forcément, mais qui est aujourd'hui un peu dans l'actualité, avec toutes ces entreprises engagées sur des chartes LGBT. Q+, qui vont permettre à un moment donné aussi d'accompagner leurs salariés dans ce changement d'identité, notamment au niveau de la représentation dans l'entreprise, les opinions politiques, les activités syndicales, les opinions philosophiques, l'appartenance vraie ou supposée à une religion, donc avec une question, le fait religieux en entreprise aujourd'hui, une question assez fondamentale sur laquelle on s'arrête plus récemment, j'allais dire depuis 2 ans, c'était vraiment un critère sur lequel on fait des focus, hein, parce qu'on est dans une évolution sociétale aussi sur cette question du fait religieux en entreprise, la représentation de la religion dans l'espace privé et public, et aussi dans l'espace privé qu'est l'entreprise, hein, puisque dépendant du droit privé, l'appartenance vraie ou supposée à une race, une nation, une ethnie, la perte d'autonomie, qui est un critère qui touche plutôt le domaine de l'hébergement en EHPAD, notamment la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français, la domiciliation bancaire, la vulnérabilité résultant de la situation économique. Donc 26 critères qu'on peut expliciter quand on a un peu le temps et souvent sur lesquels il est important en tout cas que les salariés, managers, RH et dirigeants aient connaissance. Alors, si on reprend quelques chiffres, 91% des responsables de ressources humaines français disent observer des discriminations dans leur entreprise, principalement en lien avec l'âge, mais aussi hein, autour de l'origine, comme je l'ai dit, l'apparence physique, l'appartenance ethnique, le handicap et le sexe. Donc, ça paraît énorme, dit comme ça, 91% des RRH qui disent observer des discriminations, mais c'est des études qui sont parues et on a des chiffres à peu près sensiblement les mêmes à chaque étude. Ce qui est
un peu particulier, c'est que malgré tout, on n'a que 10% de ces mêmes responsables RH qui identifient la prévention des discriminations comme prioritaire. Alors ça vient à changer et à évoluer, notamment parce que les salariés attendent aussi de leur entreprise davantage d'engagement sociétal, mais voilà, c'est quelque chose qui est encore à amener. Et 11% seulement ont clairement défini et mis en œuvre une politique en faveur de la diversité, notamment dans leur recrutement. Donc il y a encore beaucoup à faire sur ces questions-là. Les études, et notamment, c'est une étude de France Stratégie, je vous ai mis les sources juste en dessous, les études évaluent un gain potentiel de 6,9% du PIB, soit l'équivalent de 150 milliards d'euros, si on faisait un travail efficace de lutte contre les discriminations. Alors, ça s'explique par plein de raisons. Donc là, je n'ai pas forcément le temps d'aller trop loin dans ces explications, mais évidemment que l'idée, en fait, de cette étude, c'était de montrer, justement, ça reprenait aussi tout le petit tableau qu'on a vu tout à l'heure, avec tous les bénéfices directs et indirects d'une lutte efficace contre les discriminations, qui permettraient, en fait, des gains, qu'ils soient économiques, qu'ils soient liés aussi à certaines difficultés de recrutement sur certains profils en particulier, la guerre des talents dans certains secteurs fait rage. Et c'est vrai qu'avoir une entreprise qui porte des valeurs peut aussi attirer un certain nombre de candidats à une époque où ce n'est pas forcément simple dans certains secteurs, entre autres, mais il y a plein d'autres raisons. On a un testing en 2019, donc là c'était juste pour faire un petit focus sur cette question de l'origine, parce que ce testing en fait est important, alors notamment parce qu'on en avait eu un en 2016 qui donnait les mêmes chiffres. En 2017 est arrivée une obligation de formation à la lutte contre les non-discriminations pour permettre justement de faire évoluer les choses. Et puis finalement, on refait le testing en 2019 et même chiffre qu'en 2016. Donc, c'est lié là aussi à plein de choses, notamment c'est que l'obligation de formation qui arrive en 2017 n'est pas forcément connue des recruteurs et des entreprises notamment. Donc, on ne sait pas forcément qu'on doit forcément, dans certains cas, se former à cette question-là. Et donc, si on n'est pas formé, on va avoir des processus parfois de recrutement ou même de mobilité qui vont être discriminants. Et c'est pas forcément une volonté de l'entreprise, évidemment pas. Hein. Très souvent, on est sur des choses très inconscientes, mais ça va se mettre en place de façon sans le vouloir, mais ça se met néanmoins en place et on a une discrimination qui s'opère. Dans ce testing, en 2019, c'était le même qu'en 2016, on s'aperçoit que effectivement un candidat d'origine supposée maghrébine par rapport à un candidat au patronyme franco-français a 20% de chances en moins d'être recruté. Et on monte à 30% de chances en moins si on est sur une candidature spontanée. Donc, c'est un testing qui avait été à l'origine mis en place par la ministre du Travail de l'époque. Alors, comme je l'ai dit, en fait, finalement, cette lutte contre les discriminations, au cœur de ça, il y a surtout la construction des stéréotypes et des préjugés. Donc, c'est ça qu'il est important de déconstruire en entreprise, et ça se fait pas en un quart d'heure, évidemment, vous vous doutez bien, puisque ces stéréotypes et ces préjugés, on les a construits très tôt, tout petit déjà, à travers notre éducation, etc. Donc, l'important, c'est d'arriver à déconstruire ça. On définit les stéréotypes comme ces croyances qu'on va partager qui vont concerner un grand nombre de personnes. Donc, généralement, on va associer des traits de personnalité à une nationalité, par exemple, ou des comportements à un certain type de personnes, quel que soit, et on peut associer ça à travers leur couleur de peau, la couleur des cheveux. Alors, le stéréotype est souvent véhiculé par l'humour. Donc, on peut dire c'est très drôle. Effectivement, ça fait appel à quelque chose qu'on a déjà entendu, sauf que le stéréotype, il va renforcer des croyances qui ne sont pas forcément une réalité ni une vérité universelle. Et quand on met en place des stéréotypes dans notre fonctionnement, dans la manière dont on va voir le monde à travers des lunettes, hein, on a tous une vision un petit peu différente, des stéréotypes différents. Malgré tout, souvent, dans une même culture et une même société, on a des stéréotypes qui sont communs. Donc, je donne des exemples hein, souvent, et c'est là où on dit, bah oui, je l'ai déjà entendu, oh mais c'est un peu vrai, ah, ben non, c'est faux. Bon, le principe des stéréotypes, c'est que ça peut être vrai, soit, mais c'est pas une vérité universelle. Et le problème des stéréotypes, c'est qu'il va associer une particularité liée à l'apparence physique ou à la nationalité à un trait de caractère ou à un trait de comportement. Et ce stéréotype, en fait, il va forcément avoir une influence sur la manière dont on va voir le monde. Alors, on a une petite infographiie de l'ARS qui est drôle effectivement et qui nous montre un petit peu comment ça peut se jouer quand on associe effectivement la nationalité à un comportement. On a ce type d'infographie qui peut être drôle, mais qui effectivement peut parfois aussi conduire des fonctionnements. Alors, c'est très court, une demi-heure, donc j'essaye d'aller rapidement, j'espère que je perds personne.
Euh, En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce processus de pensée, en fait, il est souvent très inconscient. On a à la base des représentations mentales, donc ces images que le cerveau va produire pour simplifier le monde. C'est ce qu'on nous a appris à faire quand on était enfant. On a mis les carrés avec les carrés, les cubes avec les cubes, euh, les ronds avec les ronds, etc. On a catégorisé. Donc ça, on le fait de façon très intuitive, la catégorisation, en fait. Et ce processus-là, il est aussi conditionné par notre environnement social et culturel, donc il peut être différent d'une personne à l'autre. Ce qui se passe dans le processus, en fait, c'est qu'on va d'une part catégoriser, donc ça, on le fait de façon intuitive. Des fois, on va effectivement appliquer un stéréotype, enfin presque à chaque fois d'ailleurs, mais on va pas forcément en avoir conscience, donc on va généraliser des défauts à partir d'une caractéristique visuelle notamment, hein, souvent, et puis on va y appliquer un préjugé. Donc c'est ce jugement qu'on va porter sur quelqu'un sans la connaître, hein, sans savoir si c'est une réalité. Et derrière, on va opérer un acte. Et là, on est dans la discrimination et on va priver une personne de son principe d'égalité et la traiter différemment aux yeux de la loi. Et donc, dans ce mécanisme qui se met en place, le principe, c'est d'en avoir conscience, hein, en fait, finalement, pour pouvoir à un moment donné agir, soit au cours de la première étape, de la deuxième ou de la troisième, peu importe à quel endroit du mécanisme et du processus je réagis, mais j'ai la possibilité en tout cas de le faire. Et c'est à partir du moment où j'ai la volonté de ne pas discriminer, où j'ai la volonté d'agir sur mon mécanisme inconscient, que je vais pouvoir vraiment faire vivre ce principe de non-discrimination dans mon entreprise, dans mon organisation. Euh, je passe peut-être rapidement là-dessus, même si l'idée, effectivement, c'est qu'au travail, en fait, je suis tout le temps en pilote automatique. Et quand je suis en pilote automatique, je fais de la discrimination parce que j'ai pas le temps de vérifier si ce que je fais est égalitaire. J'ai pas toujours le temps de vérifier si telle et telle prise de décision a été faite à partir de faits factuels, concrets, ou à partir d'une suggestion, d'un préjugé ou d'un stéréotype. D'accord? Donc souvent en pilote automatique, c'est ce que je fais au quotidien parce que j'ai besoin d'être productif. Mais quand je suis en pilote automatique, très souvent, j'ai des comportements discriminatoires, ce qui n'est pas le cas dans un schéma contrôlé, mais celui-là est plus fatigant et plus conscient. Donc, évidemment, c'est pas celui que je vais adopter au quotidien, même si ça serait une solution. Mais en tout cas, je peux le faire de temps en temps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette construction des préjugés, elle vient de plein de choses, notamment de l'éducation, mais pas que. On a comme ça des stéréotypes, des préjugés qui vont s'ancrer et qui vont devenir des croyances. Et on a un certain nombre d'études qui a montré notamment voilà, que les filles dès 6 ans se croient moins intelligentes que les garçons. C'est une étude qui montre que finalement, on va très tôt intérioriser des croyances portées par les préjugés et les stéréotypes dans lesquels on va baigner en fait au quotidien, comme les enfants dès l'âge de 4 ans, et ça que ce soit en France, au Liban ou en Norvège, dans cette étude, vont associer pouvoir et masculinité ensemble. L'impact de l'image est parfois aussi très fort. Alors c'est possible hein, de tester ces préjugés via notamment l'Observatoire des discriminations qui a mis en place les TAI, donc ces tests d'association implicite qui permet de rendre l'inconscient conscient. Et puis, alors, je m'arrête peut-être parce que j'ai l'impression de faire un monologue terrible. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette partie-là? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous me suivez? Alors, le Bien. chat, c'est à ce moment qu'il faut poser les questions. Euh, je pense qu'il y a aussi d'être comment on accompagne ses collaborateurs justement à changer ce paradigme. Est-ce que c'est automatiquement par un arrêt de la production et refaire une photo de ce qu'on a fait dans le passé pour combattre cette vision des stéréotypes? Comment on commence à l'engager ce dialogue sur le stéréotype dans l'entreprise? Alors, il y a plusieurs manières, hein, mais évidemment, la formation et la sensibilisation, c'est déjà un préalable. Donc, si on a le temps, on peut être sur une formation longue. Si on a moins le temps, on va être sur des sensibilisations courtes. Mais déjà, sur des sensibilisations, sur des temps de 2 heures, on arrive déjà à faire passer un certain nombre de messages. Après, il y a des entreprises aussi qui engagent des campagnes de communication, en fait, et d'affichage qui vont pouvoir aussi mettre le doigt sur les stéréotypes et les préjugés qui nous animent, qui peuvent permettre aussi d'ouvrir le dialogue au sein des équipes. Et puis, on a aussi des outils type vidéo de sensibilisation que certaines entreprises utilisent, soit en créant elles-mêmes des vidéos de sensibilisation qui correspondent à leur secteur d'activité pour montrer en fait l'impact de ces stéréotypes et de ces préjugés au quotidien via des scènes en fait hein, de la vie courante en entreprise, soit qui utilisent des vidéos qui sont produites par le défenseur des droits. Et merci. Et après, tout ce qui est, toute cette vision qu'on a
de discrimination et d'intégration, on a aussi une problématique de trouver de la ressource. Imaginons, on parle connaissance de cause, le secteur de l'informatique est un secteur qui aujourd'hui est très masculin. Quand on connaît l'histoire, c'est assez étrange de savoir que ça a beaucoup changé. Imaginons on veut travailler en tant qu'entreprise sur féminiser un peu plus le métier, moins discriminer là-dessus, mais on se rend compte qu'on a peu ou pas de candidates pour pouvoir aller chercher. Donc là aussi, il y a d'être aussi une raison gardée dans cette démarche de recherche de plus de transparence sur cette question-là. Comment toi tu vois la chose? Alors, sur la question de la mixité des équipes, en fait, la question se pose dans l'informatique, mais se pose aussi dans les secteurs du BTP, du bâtiment, de l'industrie, hein, aussi dans certains, avec des secteurs effectivement très masculins de fait. Euh, alors, comment je vois la chose? Disons qu'il y a des choses à faire, ça c'est sûr. Il y a plein d'exemples d'entreprises qui mettent en place en fait des bonnes pratiques et ces bonnes pratiques en fait on peut les partager. On les trouve hein, d'ailleurs assez relativement facilement, mais les DRH qui mettent en place des bonnes pratiques dans leur structure sur ces questions-là les partagent facilement. On a des guides, des bonnes pratiques aussi qui circulent. Donc, faut donner des exemples, mais par exemple, voilà, dans un secteur où j'ai peu de jeunes femmes, je vais mettre en place un système de sensibilisation auprès des écoles où je vais me rendre du coup dans les écoles de mon territoire pour aller parler de mon entreprise, de mes métiers. Je vais trouver quand même quelques rôles modèles, donc on appelle donc quelques femmes qui bossent dans mon entreprise pour pouvoir venir avec elles, qu'elles puissent expliquer aux jeunes filles de l'école comment ça se passe et que c'est des métiers ouverts aux femmes et qu'on a besoin aussi de femmes dans ces métiers-là. Donc, c'est tout ça qu'il faut arriver à amener. Donc, ça peut être via cette sensibilisation directement dans les écoles. Ça peut être via des programmes spécifiques aussi. Hein. Donc, il y a des entreprises qui ont créé des programmes spécifiques avec des femmes pour valoriser ces rôles modèles justement dans l'entreprise et notamment sur des fonctions managériales et qui vont du coup régulièrement créer des événements autour de cette question pour sensibiliser un maximum de gens. Je pense qu'en fait, on doit être beaucoup dans la communication sur ces schémas-là. Se dire, ça n'existe, il n'y a pas de, quand je passe une annonce, il n'y a pas de candidate féminine, par exemple, si on s'arrête qu'à ça, évidemment, ça ne changera jamais, mais il y a quand même des choses à faire. Autre chose, c'est que dans le domaine informatique, on s'est aperçu, notamment dans le secteur des startups, on s'est aperçu aussi que la manière dont étaient formulées les offres d'emploi n'était pas satisfaisante, puisque la formulation des offres d'emploi, en fait, conduisait finalement les garçons à s'identifier, donc à postuler, ce qui n'était pas le cas des filles qui ne s'identifiaient pas du tout par rapport aux mots qui étaient choisis pour rédiger l'annonce. Tu as des exemples par rapport à cette annonce? Cette question d'annonce, parce que ça, c'est un point clé sur lequel les équipes RH peuvent directement intervenir pour recruter. Qu'est-ce qui bloque quand on rédige une annonce dans cette discrimination, par exemple? Qu'on a comme réflexe tout à chacun? Ouais, faut faire vraiment attention aux mots qu'on utilise. Je me souviens d'une formulation où l'entreprise utilisait devenez un Jedi de l'informatique. Eh ben, désolé, mais un Jedi de l'informatique, ça parle peut-être aux garçons, mais peu aux filles. Donc, c'est dans les mots qu'on va utiliser, en fait. Faut se projeter sur les mots qu'on utilise de façon à ce qu'à un moment donné, on n'utilise pas des termes qui ne vont parler qu'aux garçons, parce que forcément, on va conduire les candidats à postuler en fonction de ces termes qu'on expose, en fait. C'est aussi d'afficher sa diversité, sa politique diversité. Si on souhaite favoriser, si on souhaite avoir plus de femmes aussi qui postulent, il va falloir à un moment donné l'afficher. Il va falloir le dire ouvertement. Aujourd'hui, ça se fait. Hein. J'ai une entreprise de transport, là par exemple, j'ai en tête. Maintenant, à l'arrière de leur bus, ils ont fait une petite campagne de communication. Ils ont marqué nous recrutons femmes bienvenues, en fait. Ils l'affichent, tout simplement. Là, on a beaucoup parlé à l'intérieur de l'entreprise. Il y a aussi un autre fait, on peut subir aussi la discrimination de par ses clients, en fait, qui demandent, on va dire, une certaine uniformité de présentation de nos collaborateurs et de nos équipes, et par le fait qu'il y a aussi des uniformes et qui veulent peut-être chaque fois avoir toujours la même personne, entre guillemets, face à eux. Comment on accompagne aussi les collaborateurs à répondre face à ça, et comment on éduque quelque part ses clients à cette problématique-là, où on répond à ses clients? Alors, ça, c'est vraiment un point vraiment important parce que souvent, notamment dans les intermédiaires de l'emploi, on va retrouver ce discours aussi, et dans les intermédiaires dans les entreprises de services,
à dire oui, mais moi, si c'est mon client qui me demande tel ou tel candidat ou qui me demande telle ou telle personne, ben, j'ai pas vraiment le choix parce que je veux préserver ma relation client. Alors qu'en fait, si, il y a d'autres, là encore, il y a des bonnes pratiques qui fonctionnent. Alors déjà, je pense que c'est important de pouvoir, dans un esprit aussi de protéger son client, de pouvoir exprimer le fait que sa demande, elle est discriminatoire. Si nous-mêmes, en fait, en tant qu'entreprise de service ou entreprise prestataire, on connaît la loi, les textes, et on a à cœur de le respecter parce que c'est réglementaire, mais aussi parce que ça tient à nos valeurs d'entreprise, hein, on va aussi agir vis-à-vis de notre client en disant bah, attention à vous parce que donc on est plutôt en protection de sa relation client dans ces cas-là, hein, tout est dans notre discours aussi. Attention à vous parce que votre demande elle est discriminatoire. Donc à un moment donné, moi je vais pas pouvoir y répondre parce que bon, et d'une je respecte la législation et de deux j'ai des valeurs qui sont importantes pour moi dans mon travail. Et puis j'aimerais pas non plus vous mettre en difficulté vous parce que si ça se sait, il peut y avoir des répercussions. Et après, il faut recadrer le client qui vous demande une personne en particulier, notamment dans la prestation de service. On se met d'accord au départ sur un contrat qui va être lié à une mission avec en face des compétences, des qualités nécessaires. Donc, on va être sur des choses très factuelles, très concrètes, hein, compétences, qualités de la personne qui est attendue. Si derrière la personne qui arrive en entreprise ne correspond pas dans son apparence, hein, notamment, physique, que ça soit à travers d'une expression religieuse, que ça soit une origine, etc., ne correspond pas aux besoins clients ou lui pose un problème, j'allais dire là, faut recadrer sur cette partie factuelle sur laquelle on s'est mis d'accord au départ. La personne, elle est là pour une mission, elle a les compétences et les bonnes qualités. Il faut aussi accompagner son client à dire si c'est un souci chez vous, peut-être que effectivement, au niveau de vos propres salariés, il serait intéressant de les sensibiliser à ces questions aussi, de façon à ce que leur approche vis-à-vis de cette personne extérieure qui vient en prestation soit une approche qui amène simplement, comme tout un chacun devrait pouvoir l'avoir en entreprise, tolérance et respect. Donc, puisque ce qui est important, c'est que la personne fasse le travail qui lui est demandé. Donc, on peut accompagner comme ça son client de façon bienveillante. Et encore une fois, ça se prépare simplement, hein. Du coup, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire. De la même manière que j'ai fait récemment un atelier pour des conseillers clientèle en entreprise qui étaient victimes du racisme des clients puisqu'on est sur des conseillers clientèle qui travaillent au téléphone toute la journée en fait, et certains ont des accents, voilà, on est sur une entreprise internationale et donc ils étaient victimes de ces clients finalement, avec des comportements pas adéquats, et finalement en les préparant à la manière dont effectivement ils pouvaient répondre aux clients, la manière dont aussi derrière en interne de l'entreprise on va construire un processus de plainte qui va permettre de respecter aussi son obligation en tant qu'employeur de santé et sécurité des salariés. Donc, ça a permis aussi de construire en interne en fait un processus qui permet aux salariés de ne pas se sentir isolés et seuls par rapport à cette agressivité des clients. Et en faisant ça, en fait, ça a rétabli un dialogue au sein de l'entreprise qui permet déjà d'éviter aux conseillers clientèle d'être toujours d'avoir cette impression d'être isolé et donc de partir parce qu'il y avait une vraie répercussion sur le turnover des salariés, hein, des équipes. Donc il y avait une vraie répercussion sur le turnover, sur l'absentéisme. Et donc ça a pu être réglé par ce schéma qui a été mis en place. D'abord, apprendre aux conseillers clientèle à répondre aux clients et ensuite, et en parallèle plutôt, permettre à l'entreprise de construire un schéma permettant de protéger aussi ses salariés. Donc, ce que j'entends, Sophie, c'est que dans cette démarche plutôt orientée clientèle, il y a toute une problématique de considérer que c'est un fait social auquel on va être exposé et de s'y préparer. Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait, parce que dans cette entreprise, en l'occurrence, on s'est aperçu que lors des ateliers de préparation, en fait, pour apprendre aux conseillers clientèle à réagir, il y avait, c'était devenu presque un sujet tabou dans l'entreprise. Donc, ça a ouvert un espace de parole qui a permis vraiment de revenir en fait dans des relations professionnelles saines.
Euh, donc ça, c'est forcément important. Et puis on est vraiment sur des problématiques sociales aujourd'hui qui sont dans le quotidien. Quand on voit que voilà 91% des DRH qui le vérifient en entreprise, que ces discriminations existent. Donc faut arrêter de faire comme si ça n'existait pas. Faut s'y préparer, il faut savoir de quoi on parle, et il faut trouver des moyens et des mesures pour arriver à vivre avec en entreprise pour que chacun soit heureux d'être dans l'entreprise dans laquelle il est, en fait, tout simplement. Parce que quand on travaille, on voit en parallèle que les entreprises travaillent beaucoup sur la qualité de vie au travail, mais travailler sur la qualité de vie au travail sans avoir travaillé sur les bases, c'est-à-dire sur les relations sociales, sur la manière dont les gens se sentent ou pas à traitement égal, c'est quand même une base importante. Savoir qu'on peut être dans notre différence une richesse pour l'entreprise, savoir qu'on est accepté et qu'on applique sur nous une tolérance et un respect par rapport à la personne qu'on est, c'est nous permettre aussi à nous en tant que salariés d'exploiter notre potentiel dans son intégralité, ce qui n'est pas le cas si je viens avec une image figée de ce qu'on attend de moi et sans plus. Merci Sophie. Laissez un petit peu la main au chat pour poser des questions, pour qu'on puisse faire un petit peu le tour des possibles questions que vous puissiez avoir. Hein. On a été assez large dans cette vision de cette question. Hein. On sait que c'était un sujet qui se prend par plusieurs bouts. Hein. On a pu le voir, c'est l'intégration, profiter de cette richesse et aussi aller la chercher. Hein. Aujourd'hui, il y a vraiment ce travail global dans les entreprises qu'il faut mener et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui c'est très important. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse, avec Sophie, partager notre expérience, évoquer des sujets. Moi, j'ai une question, Sophie, par rapport à la place des représentants du personnel, des syndicats, dans cette démarche-là. Qu'est-ce que tu as comme retour d'expérience là-dessus? Est-ce que c'est des partenaires qui sont constructifs pour l'entreprise, qui ont eu des retours, ou ce sont plutôt des gens qui sont sur la croyance? Qu'est-ce qu'il y a comme point de vue par rapport à ça? Alors, du coup, ils doivent être partie prenante. Les représentants du personnel, les instances CSE doivent être partie prenante de la politique diversité parce que ça concerne les salariés, ça les concerne eux aussi. Par contre, ils doivent être formés aussi. Parce qu'on s'aperçoit effectivement que souvent, ils sont eux-mêmes porteurs de beaucoup de préjugés et de stéréotypes, notamment vis-à-vis de l'employeur, et qu'ils ont parfois la sensation qu'on est vraiment sur une politique de communication. Alors qu'en fait, on est bien au-delà de ça et qu'effectivement, pour arriver à déconstruire l'idée que c'est simplement de la com, il faut qu'ils soient une partie prenante, eux-mêmes formés, et qu'on les accompagne et qu'ils puissent aussi être amenés en fait des idées d'intervention, parce que souvent en fait finalement c'est les salariés. Hein, il y a des entreprises qui se reposent beaucoup sur leurs salariés. Tous les salariés peuvent à un moment donné proposer des idées d'intervention, que ça soit à travers des vidéos, des ateliers, des zooms spéciaux sur certaines semaines. On parle souvent de la semaine du handicap parce que c'est celle qui est la plus représentée aujourd'hui en entreprise. Le handicap fait aussi partie des 26 critères, mais en fait, on pourrait avoir une semaine pour chaque type de critère finalement et faire des focus à chaque fois sur des choses en particulier parce que chaque critère fait appel derrière à une thématique qui elle-même déconstruit des stéréotypes et des préjugés. D'accord. Quand on est sur le critère du sexe, on va travailler sur le sexisme ordinaire. Quand on est sur le sexe, on peut aussi travailler sur le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes. Donc, il y a plein de thématiques comme ça. Sur le handicap, on va travailler sur l'adaptabilité des postes, on peut travailler sur plein de choses. Enfin, du coup, tous les critères peuvent amener des événements en particulier où on peut faire un focus sur certains déficits, par exemple, sur le. Voilà, je me souviens d'une entreprise qui voulait faire sur sa semaine du handicap un focus sur le déficit visuel. Puisque ça permettait d'amener en profondeur certains sujets pour que les gens prennent conscience en fait qu'il y a une réalité en dehors de ce que eux-mêmes vivent. Et si on lance cette démarche dans une structure, alors donc on a parlé que on avait besoin des représentants du personnel, des collaborateurs. Tu as parlé aussi qu'il y avait l'importance du management. J'imagine qu'il y a aussi le comité de direction et quelque part tous les acteurs autour. On a parlé du client. Tu as aussi évoqué l'école, entre guillemets, l'espace de formation qui vous fournit vos collaborateurs. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un dans cet espace pour travailler sur cette notion d'entreprise non discriminante?
Mais de toute façon, après, c'est pas toutes les parties prenantes de l'entreprise, on va dire, hein. Au départ, ça part de la direction quand même, hein, parce qu'il faut une volonté de la direction de porter ces politiques-là. Donc, au départ, il faut former, effectivement, faut que l'équipe de direction soit formée, sensibilisée à la question. Donc, les CODIR, les COMEX, etc. Après, on va aller en filigrane, hein, manager, salarié, effectivement, délégué du personnel CSE, prestataire, fournisseur. On peut aller très très loin. En fait, on a des entreprises comme ça qui ont des chartes de valeurs en fait liées à leur politique diversité et en fait à partir du moment où ils font travailler quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, que la personne soit tous les prestataires ou tous les fournisseurs doivent signer cette charte et s'y engager. Donc il y a aussi en fait on voit que la tentacule peut être assez que les tentacules peuvent être aller assez loin en fait, puisque avec toujours à l'idée que l'entreprise en tant qu'acteur social en fait a vraiment une influence qui peut être très très large. Et donc, autant utiliser cette influence pour amener les gens à partager ces valeurs de tolérance, d'égalité. Ok, merci Sophie. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions sur cette thématique, je vous remercie Sophie et on va clôturer le webinaire. Donc c'était un webinaire sur la discrimination en entreprise. J'ai accompagné de Sophie qui est notre intervenante sur cette question-là. Aujourd'hui, de quoi on a parlé? On a parlé de qu'est-ce que c'est la discrimination, les enjeux et l'impact des stéréotypes sur l'entreprise. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est la construction d'un dialogue global dans l'entreprise qui permet de travailler sur ces questions-là et que c'est une réelle richesse pour l'entreprise de prendre à corps ce sujet, qui n'est pas un sujet facile, hein, soyons clairs, qui peut ouvrir certains sujets sensibles dans l'entreprise et qu'il faut bien travailler dessus, qu'il faut une volonté de la direction, mais une volonté aussi transversale dans l'entreprise, de définir ses valeurs et de travailler là-dessus. Je remercie à tous d'avoir été présents. Donc c'était Vaelia pour une formation, pour une présentation sur la diversité et l'inclusion avec Sophie. Merci beaucoup. Merci.